On va donc continuer avec la conférence de M. Patrice Debray, qui est, je le rappelle, donc immunologiste à la Pitié-Salpêtrière et membre de l'Académie nationale de médecine, et qui va nous parler de ces milliards, alors je ne sais pas, milliards de microbes qui sont dans nos intestins et qu'il faut aussi apprendre à nourrir. Alors attendez, je crois que j'ai besoin de vous pour savoir où sont mes diapos, cela dit. Pas de moi. Bien, écoutez, bonjour, ou plutôt rebonjour à tous. Moi, je vais reprendre au bon la question de Régis et de Pierre. Pour qui mangeons-nous? Et peut-être reporter le débat sur une question probablement plus importante encore, qui est qu'est-ce que l'homme? Et je voudrais vous introduire aussi derrière à quelques questions qui sont à la fois d'ordre scientifique mais aussi philosophique. Et j'ai repris cette phrase d'un prix Nobel russe qui était de se poser la question de savoir ce qu'il y avait effectivement d'humain dans l'homme. Eh bien, ce qu'il y a d'humain dans l'homme, c'est très peu. Et vous allez voir pourquoi. En fait, je vais essentiellement vous parler des microbes. Les microbes, aujourd'hui, c'est responsable de 14 millions de morts par an, qui est absolument considérable. Les 2/3 pour des enfants de moins de 5 ans. C'est aussi la première cause de mortalité dans les pays à ressources limitées. Et je rappellerai simplement un chiffre, 335 maladies infectieuses nouvelles, 335 maladies infectieuses nouvelles dans ces années qui ont séparé 1940 de 2004, et on nous promet encore des manifestations infectieuses à venir. Nous en connaissons pratiquement presque tous les jours, tous les mois, peut-être tous les ans, un certain nombre, Ebola parmi les plus dramatiques dont on parle encore régulièrement. Et pourtant, face à ces microbes que j'appellerais méchants, il existe 100 000 milliards de bactéries, pour ne parler que des bactéries, et pas seulement elles, mais il y a aussi des virus et des champignons. Mais pour revenir à elles, il y a 100 000 milliards de bactéries, soit 500 espèces, ce qui est assez considérable dans le corps humain, encore que personne ne les a comptées avec une extraordinaire précision. Mais disons qu'on se trouve avec ce chiffre absolument considérable, ce qui fait que si nous prenions aujourd'hui l'un ou l'autre d'entre nous et le patient à la moulinette pour en tirer les gènes, eh bien vous apercevrez qu'en fait 99% des gènes, 99% des gènes qui nous composent, qui sont ceux de nos corps, sont en fait des gènes de microbes. Il y a 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines à proprement parler, et dans notre intestin, au moment où nous en parlons, il y a 1 à 2 kilos de bactéries qui sont en train de grouiller sur les 400 mètres carrés à peu près, l'équivalent de 2 cours de tennis que représentent vos intestins, sans parler, bien entendu, de ceux qui se trouvent également au même moment dans les trachées, les bronches, le vagin, ou tout simplement, si vous passiez la main doucement sur votre peau, sur la peau elle-même. Alors, de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle de ces bactéries qui sont ces bactéries commensales qui, en réalité, ont été vues pour la première fois par un des inventeurs du microscope qui s'appelle Van Leeuwenhoek et qui, tout simplement, en passant la main sur sa dent, eh bien, a mis ou l'a étalé entre l'âme et la lamelle et a vu à ce moment-là pour la première fois ce qu'il a appelé, comme vous le voyez, des animalcules, en fait, qui s'accumulaient sur les dents d'entre nous et dont il nous disait à l'époque qu'il y avait plus d'êtres vivants en nous qu'il y en a dans tout le royaume. Je vous rappelle au passage que la brosse à dents est relativement récente, ça date que des années 20 ou 30, et vous voyez que pendant très longtemps, eh bien, on a vécu avec ces animalcules sur le bout des dents. Sachez que les bactéries dont je vous parle, les prokaryotes, sont à différencier bien sûr des cellules strictement humaines, les eucaryotes, qui sont distinctes par le fait qu'il y a un noyau, mais à côté des bactéries les plus fréquentes, qu'on appelle les eubactéries, il faut savoir qu'il y a ces bactéries primitives, ancestrales, les archéobactéries, celles qu'on trouve au fond des mers, celles qu'on trouve dans les eaux sulfureuses, dans les endroits les plus curieux, les plus extraordinaires, les plus stressés. Eh bien, ces bactéries-là, vous les trouvez au plus fond de vous-même. Elles sont nichées dans votre corps, comme elles sont également dans les abysses. 12% des espèces estimées sont seulement découvertes aujourd'hui. Et pour quelqu'un qui serait un explorateur de bactéries, qui chercherait à en découvrir de nouvelles, il n'y a qu'un seul moyen, allez les pêcher au fond du corps et vous allez en trouver. Il suffit de savoir les cultiver pour arriver à décrire et être de ces explorateurs de nos tréfonds que sont les bactériologistes de demain, sans parler des nouveaux virologues. Les bactéries, vous les connaissez tous, mais peut-être 2 points pour signaler leur qualité et les rapprocher de nous-mêmes. Les bactéries ont une sexualité
il y a des bactéries mâles, il y a des bactéries femelles, peut-être certains d'entre vous ne le savent pas, et elles s'échangent l'un à l'autre les chromosomes comme nous le faisons entre hommes et femmes, et vous voyez que la sexualité finalement domine probablement tous les règnes du vivant. Ces bactéries, elles flottent, mais aussi elles se déplacent, elles ont des flagelles, et c'est comme ça d'ailleurs qu'elles se mobilisent, un peu comme les hélices d'un bateau qui leur fait parcourir comme ça les mètres carrés que je vous décrivais tout à l'heure et qui sont donc à l'intérieur de l'intestin, et vous les imaginez au même moment en train de plonger dans le mucus intestinal que vous êtes en train probablement de sécréter pour leur faire plaisir. Ces bactéries, eh bien, associées à l'homme, forment ce qui est probablement un des plus grands secrets de la vie, tout du moins à mon sens. Et au moment où Charles Darwin décrivait la sélection des espèces que vous connaissez, un Suisse qui était beaucoup moins connu a fait une découverte absolument considérable par celle qui était le lichen. Et il a découvert qu'en fait, ce qu'on appelle le lichen, c'est l'association de deux espèces qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, et en l'occurrence, un champignon et une algue verte. Et il a décrit à ce moment-là, et si je puis dire, édifié ce concept que la vie est en fait une perpétuelle coévolution. On vit l'un avec l'autre. Et il montrait que si on tuait le champignon du lichen, l'algue verte disparaît, et si on tue l'algue verte, eh bien, c'est le champignon qui meurt. La symbiose, cette coévolution qu'on va retrouver à peu près dans tous les règnes du vivant, est un facteur considérable de l'évolution des espèces. Nous n'évoluons pas seuls, nous évoluons parce que nous coévoluons avec les autres, et en l'occurrence, nous évoluons avec nos bactéries. Et je citais là-dessus un certain nombre d'exemples, mais je vais peut-être en retenir seulement deux. Il y a, si vous avez le courage de le faire, il y a des vers de terre que vous pouvez vous amuser à couper en morceaux. Vous apercevrez que les vers de terre se reconstituent, mais si vous détruisez le microbiote de ces vers de terre, ils ne se reconstituent pas. Le vivant ne peut apparaître, ne peut produire, ne peut augmenter et se différencier que s'il y a des bactéries. Un autre exemple encore, si vous allez au fond des abysses, et au fond des mers, et regardez ces animaux qui se déplacent, eh bien vous apercevrez que dans leurs paupières inférieures, elles ont des bactéries phosphorescentes qui leur donnent des phares et qui leur permettent de se déplacer dans l'obscurité. Peut-on vivre sans microbes? En fait, c'est une vieille notion qui a été à l'époque posée par Castor, tentée d'être réfléchie par ses successeurs, et qui en réalité a entraîné beaucoup de controverses pour arriver aujourd'hui à une affirmation, et pourtant, il y a eu un temps des obstacles. D'abord, le microbe fait peur. Et je vous signalais l'importance de ces microbes pathogènes. Macfarlane Burnett, que vous voyez là-dessus, un prix Nobel, considérait qu'il fallait en fait chasser tous les microbes et, pour reprendre le phénomène social, disait que c'était un facteur important de la vie sociale. Et puis le microbe faisait horreur, et la religion, en fait, judéo-chrétienne s'en est mêlée. Comment penser que l'homme, ce roseau pensant, est capable, en fait, d'être représenté à 99% par des gènes de microbes. Aujourd'hui, pour reprendre le titre de cette diapositive, le temps est celui des certitudes et le microbiote, c'est un nouvel organe avec lequel nous vivons. Voici, sur cette diapositive, cette biodiversité dont on a tellement parlé ce matin, et si on est en train de chercher et de tenter de préserver la biodiversité extérieure, environnementale, un conseil vous donnerai-je à travers l'alimentation est de soigner notre propre diversité, notre propre biodiversité, celle de l'écologie des microbes que vous voyez ici. Chacun d'entre nous partageons avec d'autres des microbes, mais aussi avons notre spécificité. Spécificité qui est d'ailleurs complètement dépendante de notre alimentation et de nos territoires, spécificité qui va être différente selon que vous vous trouvez en Europe, en Afrique, en Asie ou dans d'autres régions du monde. Nous ne partageons pas partout les mêmes microbes, même si nous sommes pourtant constitutionnellement dédiés à leur vie et leur devenir. Suivons la vie de ces microbes, qui commence, parce que j'ai l'habitude de dire cela, qui commence toujours par un baiser. Ces microbes que vous attrapez dans la bouche, également par l'alimentation bien sûr, peuvent tout simplement rester sur les dents, comme je le notais tout à l'heure, puis ensuite descendre doucement dans l'œsophage, arriver dans l'estomac, trouver là un milieu très acide
qui en tuent un certain nombre, ce qui fait que les seuls qui restent sont essentiellement l'Helicobacter pylori, ces microbes qui vous donnent des ulcères. La plupart d'entre eux continuent à passer, ils descendent en dessous dans le duodénum, et puis ils continuent à progresser par la suite dans le côlon. Et selon que vous allez les pêcher à quelques étages de ce tube digestif, vous allez trouver en fait des sources de bactéries qui sont différentes. Certains s'y plaisent, d'autres continuent leur chemin et finissent finalement par être excrétés. Et cette biodiversité microbienne, elle va aussi dépendre des territoires dans lesquels ils se trouvent, territoires qui en fait vont imposer leurs lois à la fois par le pH, par les sécrétions qui s'y trouvent et par un certain nombre de facteurs qui sont des facteurs en fait environnementaux qui sont liés à une, si je puis dire, particularité que nous allons trouver au niveau de notre intestin. Alors vous allez me dire, mais d'où viennent ces microbiotes, dont j'ai vu tout à l'heure qu'ils étaient à la fois mesurés et différents selon les capacités d'absorption de l'environnement. Ils viennent essentiellement à la naissance. Nous naissons en fait stérilement et nous attrapons les microbiotes selon la manière dont nous accouchons, essentiellement par le vagin de la mère, mais aussi, si on accouche par césarienne, par les microbiotes extérieurs. Et rapidement, en fait, le lait, aliment principal, va nous donner cette biodiversité microbienne dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous voyez que cette biodiversité, elle est favorisée aussi par les molécules de sucre qui se trouvent dans le lait. Elle varie selon les espèces, car ce que je vous décris n'est pas vrai seulement pour l'homme. Le kangourou, l'éléphant ou tout autre animaux ont aussi des microbiotes qui sont différents et qui dépendent aussi de leur lactation. Lactation, mais pas principalement, puisqu'en fait, nous allons essentiellement modifier notre biodiversité par les aliments que nous recevons. À quoi servent, ou plus exactement, je ne suis pas sûr que la nature ait forcément cherché à avoir ce déterminisme, mais employons le mot. À quoi servent les microbiotes? Eh bien, le microbiote sert à deux choses principales, mais qui sont déjà considérables. Elle sert à digérer l'indigestible, à produire des vitamines. Sans microbiote, nous ne pourrions pas avoir une digestion des amidons et des fibres alimentaires, ces parois qui recouvrent les sucres. Et c'est grâce aux dizaines de milliers d'enzymes de ces bactéries que nous arrivons à digérer les sucres. Retenez l'expérience des pruneaux d'Agen sur lequel on pourra revenir tout à l'heure. Ce n'est pas seulement les sucres. Ils peuvent aussi entraîner la digestion des protéines. Et vous voyez que 9 sur 20 des acides aminés qui nous composent ne peuvent être synthétisés par l'homme. Et c'est grâce aux microbiotes, en particulier, mais aussi à d'autres sucres, que nous pouvons les incorporer dans notre peau et dans notre métabolisme. Ils interviennent également sur les lipides et le métabolisme du cholestérol, au point que certains industriels pensent aujourd'hui qu'on peut manipuler les microbes au point d'en faire des nouveaux médicaments contre l'hypercholestérolémie. Enfin, elles sont utiles pour un certain nombre de vitamines, en particulier les vitamines qui interviennent dans la coagulation et les vitamines B12 que vous connaissez bien. Le deuxième point, pour un immunologiste que je suis, est tout aussi important et intéressant de manière extrêmement curieuse. En fait, ces microbes apprennent à l'immunité à reconnaître les bons microbes et les mauvais microbes. Sans ces microbes-là, ceux qui vivent en vous, eh bien, nous n'aurions pas cette capacité que nous avons, d'une part, à lutter contre les pathogènes, les méchants, dont vous avez parlé en introduction, et au contraire, tolérer, car c'est un phénomène de tolérance, tolérer ceux qui nous sont commensaux par des phénomènes que je ne vous décrirai pas, parce que c'est des phénomènes immunologiques extrêmement complexes, mais tout à fait passionnants. Nous tolérons les uns, et au contraire, ceux-là qui sont tolérés nous apprennent à lutter contre les autres. En bref, grâce à eux, nous stimulons notre système immunitaire, nous l'éduquons et nous le différencions. Intervenir sur la digestion, première chose. Intervenir sur l'immunité, deuxième chose, c'est déjà quelque chose de considérable. Sans les symbiontes, c'est-à-dire sans ces associations, nous n'aurions pas de défense immunitaire correcte. Et pourtant, ces microbes qui sont en nous, qui ne sont transmis uniquement par ce que je vous en décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire beaucoup par l'alimentation, interviennent aujourd'hui, c'est un point majeur, sur un certain nombre de pathologies. La première d'entre elles, sur l'obésité. Si l'on compare la flore, celle
des obèses d'un côté et au contraire celle des sujets normaux ou celle des sujets maigres, on trouvera que ce sont des microbes différents. Et ceux qui sont obèses partagent entre eux un particularisme microbien. Vous allez me dire, c'est curieux, c'est intéressant, mais qu'est-ce que vous voulez nous entraîner à comprendre? S'agit-il d'une simple corrélation, ce qui est le cas, entre les microbes que portent les obèses et les microbes normaux et que portent les normaux, différents encore des maigres, ou êtes-vous en train de me parler d'une possibilité de cause à conséquence? Eh bien oui, je vais vous entraîner là-dessus. Car si vous prenez des animaux obèses, que vous transplantiez ces animaux, évidemment vous allez me dire c'est des souris et ce que je suis en train de vous parler ce sont une expérimentation scientifique, mais quand même, si vous prenez le microbiote des souris obèses et que vous les transplantez à des souris normales, les souris normales deviennent obèses. N'est-ce pas considérable? Un jour, dans le monde, est apparu un article indiquant qu'une femme qui avait une transplantation fécale devenait obèse, et on s'est aperçu en fait que la transplantation fécale avait été faite avec les selles d'un individu obèse. De là à imaginer qu'il y a effectivement un rôle de ce microbiote sur l'obésité, il n'y a qu'un pas à franchir, et toute l'industrie actuelle, toute l'industrie de l'alimentation, une bonne partie d'entre elles, est en train de réfléchir à cela. Mais il n'y a pas que l'obésité, il y a aussi le cancer. Et de la même manière, entre les gens qui sont porteurs du cancer du côlon et les autres, nous allons trouver des bactéries qui sont différentes. Et de la même manière encore, par le processus expérimental que je vous décrivais, c'est-à-dire en transplantant le microbiote de souris qui ont un cancer à des souris qui sont normales, je vais induire le cancer. Et je pourrais même ajouter qu'avec des antibiotiques, je vais guérir le cancer des deuxièmes. De là à dire sûrement pas que les antibiotiques sont une condition nécessaire et suffisante pour guérir le cancer, sûrement pas. Par contre, de là à dire qu'effectivement les bactéries que nous avons dans notre intestin jouent un rôle dans la survenue des cancers colorectaux, très probablement. Et donc c'est un point de réflexion important, en tout cas pour ceux qui s'intéressent aux problématiques du cancer. Plus curieux peut-être d'une certaine manière, et là, plus curieux sur notre mode de vie, est ce qu'on appelle la théorie hygiéniste. On s'est aperçu en fait que dans les pays nordiques, c'est-à-dire les pays où on se lave les mains, où on prend 10 douches par jour, où on prend des bains tout le temps et où on n'arrête pas de se laver, il y a beaucoup plus de pathologies auto-immunes que dans les zones africaines où les jeunes Africains se roulent dans la poussière. Et l'on pense qu'effectivement, le fait de ne pas avoir ces microbes, le fait de trop se laver, le fait d'avoir un souci d'hygiène très différent de ceux qui existent en Afrique, nous met à risque de susceptibilité des pathologies auto-immunes. Il y a derrière cette observation qui est importante, extrêmement intéressante, toute une série de concepts sur la survenue de l'auto-immunité, sur lesquels je ne reviendrai pas parce qu'elle est complexe et fait intervenir tout simplement l'immunologie. Mais c'est un point qui est extrêmement important, et bien entendu exploité. Penchez à ça chaque fois que vous prenez des douches fréquentes. Dernier point, peut-être un de ceux qui est les plus curieux aussi, on s'est aperçu que les autistes avaient eux aussi des bactéries qui sont différentes des autres. Et si vous faites le même système expérimental que ce que je décrivais tout à l'heure dans les modèles de souris autistes, car il en existe, si vous transplantez les microbiotes de souris autistes à des souris normales, les souris normales deviendront des souris stressées et auront des comportements très anormaux. Bien entendu, entre cause et conséquence, il se passe beaucoup de choses. Mais il y a des raisons de penser qu'effectivement, au niveau de votre intestin, la simple sécrétion de sérotonine, dont je rappelle qu'elle est à 90% sécrétée par l'intestin, et le lien en fait anatomique qui existe à travers certains nerfs vers le cerveau, montre qu'en réalité, il y a un rôle probablement extrêmement intéressant et important entre les microbiotes intestinaux et les relations qui existent avec notre cerveau et nos comportements et pathologies neuropsychiatriques. Alors, que peut-on faire? Eh bien, aujourd'hui, vous imaginez que l'industrie agroalimentaire cherche effectivement à intervenir sur ces bactéries. Et pour reprendre, j'en arrive très rapidement pour reprendre aux conclusions que posaient mes collègues de tout à l'heure, nous ne mangeons pas seulement pour nous-mêmes, nous mangeons beaucoup pour les autres, mais pas les individus extérieurs. Nous mangeons pour nos bactéries. Et grâce aux aliments, en fait, nous nourrissons nos bactéries. Je suis persuadé que dans le futur, les restaurants
afficheront effectivement, comme on le fait ce matin, comme on le fait aujourd'hui pour les bouteilles d'eau, afficheront en fait les conditions exactes qui vous permettront de nourrir au mieux vos bactéries intestinales et de diminuer au mieux le risque de toutes les maladies gravissimes que je vous décrivais tout à l'heure, qu'on appelle non transmissibles. Sachant donc comment manger, je vous rappelle au passage que les Japonais ont trouvé le moyen d'avoir des bactéries qui digèrent les algues, qui sont un des problèmes alimentaires les plus fréquents. On peut aussi ingérer les bactéries, tout simplement, ce qu'on appelle des probiotiques. Beaucoup d'entre eux sont servis pour, en fait, des usages commerciaux. En réalité, peu de microbiotes, voire pas de microbiotes, ont aujourd'hui des preuves expérimentales qu'elles sont capables, effectivement, de pouvoir traiter les maladies que je vous parlais, et mieux encore, de pouvoir modifier le microbiote, car qui ingère ne sait absolument pas la manière dont ces bactéries vont persister et subsister au sein de l'individu. Vous pouvez manger du sucre aussi avec des prébiotiques. Effectivement, les prébiotiques, après tout, le meilleur, c'est toujours le lait maternel. Les prébiotiques sont là pour nourrir nos bactéries et les bactéries sont là pour nous faire parvenir un certain nombre de signaux utiles à notre différenciation. Et puis, j'en terminerai tout simplement, non pas par les antibiotiques, c'est qu'un des plus grands fléaux aujourd'hui est le fait que, grâce à cela, c'est-à-dire grâce à une surexploitation des antibiotiques, nous avons une résistance aux antibiotiques qui est un fléau mondial. J'en terminerai simplement par les transplantations fécales, pour vous rappeler que celle-ci avait été inventée il y a des milliers d'années par les Chinois, et qui aujourd'hui représente peut-être un des méthodes d'avenir. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de divers types de transplantations, foie, rein, pancréas ou autres. Pensez aux transplantations fécales. D'abord, c'est assez simple à faire, beaucoup plus compliqué à en étudier les résultats, mais en tout cas, pour beaucoup, ça représente très probablement une thérapeutique intéressante et une thérapeutique d'avenir. Alors, allons-nous vers une nouvelle symbiose? Je dirais probablement. Et après tout, il vaut mieux faire cohabiter le chien, pensais-je, plutôt que le loup, c'est-à-dire connaître au fond les bactéries qui nous rendront, je l'espère, probablement un peu meilleurs que nous ne sommes aujourd'hui. En tout cas, il faut, quand nous partageons les repas, penser que quand nous les partageons aussi avec nos bactéries. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Patrice Debré, pour cette passionnante plongée dans un monde pour beaucoup inconnu. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était assez inconnu. Peut-être